L'homme sans peur, tête à cornes, le diable de Hell's Kitchen, bienvenue sur la toile, aujourd'hui on parle de Daredevil. Daredevil donc, ce personnage créé par Stan Lee en 64. Alors, chose notable, il apparaît directement dans sa propre série. Je vous dis ça parce que beaucoup de héros n'ont pas eu cette chance. On peut penser à Batman par exemple, né en 1939, qui apparaît dans les pages de Detective Comics numéro 27, avant de s'approprier le titre, ou de Iron Fist par exemple, qui apparaît dans les pages de Marvel Première numéro 15. Tous les héros n'ont donc pas eu la chance de briller dès le début en couverture d'une BD portant leur nom. Mais dès ce premier numéro, on a déjà tout le décorum de la série, le père de Matthew, les origines du héros avec l'accident qui le rend aveugle, Hell's Kitchen bien sûr, et le côté très réaliste, très street fight de la série, avec ce héros à hauteur d'homme. Alors, Daredevil naît sous la plume du grand Stan, mais sous les crayons de Bill Everett. Alors Bill Everett, au niveau du comics, on n'a pas trop retenu son nom, et pourtant il a créé le personnage de Namor, et donc de Daredevil. Officieusement, en coulisses, il y a quand même des gens qui sont venus lui prêter main forte pour ce premier numéro, dont Steve Ditko ou Jack Kirby. Mais plein d'autres dessinateurs viendront par la suite tracer les aventures de l'homme sans peur, dont John Romita Sr. par exemple, et surtout le grand, l'immense et le regretté Gene Colan. Alors Gene Colan, c'était un dessinateur, si vous ne connaissez pas, qui avait un trait d'une modernité absolue, il avait des lignes de fuite complètement dingues, des perspectives complètement folles, il mettait en scène l'action et le mouvement comme personne. Si vous voyez ce qu'il faisait à l'époque, c'était très en avance sur son temps, il n'y avait rien dans le comics qui ressemblait à ça. Alors en 79, séisme, avec l'arrivée de Frank Miller sur la série. Alors Frank Miller, il suit de près Roger McKenzie. Contrairement à ce qu'on peut penser, Frank Miller, il n'a pas le monopole de la noirceur. Roger McKenzie avait commencé déjà à amorcer ce virage, à rendre Daredevil plus sombre, à adopter une attitude plus dark pour la série, que Frank Miller va amplifier par la suite. Alors en coulisses, Frank Miller et Roger McKenzie ne s'entendent pas très bien. McKenzie va rester seulement quelques mois, je crois 6 mois seulement sur la série, avant que Frank Miller ne prenne les rênes de Daredevil. C'est le tout début des années 80, Miller prend la plume et surtout il s'autorise à rebooter la série. Alors il reboot la série, il l'ancre un peu plus dans son époque, il va surtout s'employer à prendre des personnages qu'on connaissait jusque-là et à les transformer en profondeur, à commencer par le père de Matt, Battling Jack Murdock, le boxeur. Alors là, c'était un père aimant et attentionné, il va devenir plus un homme sur le retour, un peu vénère, limite violent avec son enfant, alcoolique notoire qui flirte avec la mafia, pas quelqu'un de très fréquentable. Au niveau des gens pas fréquentables, il y a aussi Wilson Fisk. C'est fini le caïd version Romita senior avec un gros diamant autour du cou. Là, c'est vraiment le chef mafieux par excellence, sans pitié, un homme à qui on n'a pas envie de se frotter. Il reboot aussi en profondeur le tireur. Le tireur, c'est plus un espèce d'adversaire fantasque, c'est vraiment un fou, un psychopathe dangereux. Il s'attaque aussi à la pauvre Karen Page. Alors là, carrément, on l'avait plus vue depuis un moment. Karen Page, il en fait une ancienne star du porno, complètement héroïnomane, qui, pour se payer sa dose, va vendre l'identité secrète de Matt au caïd. Enfin bref, vinmerde.com. Mais surtout, il crée toute une mythologie, les ninjas, The Hand, la main en français, Elektra, Stick, le mentor aveugle de Matt, la mère de Matt, la religieuse, et le rapport entier de la série à la religion catholique. Bref, tout ce que vous avez pu voir dans la série Netflix ou le film avec Batfleck, vous le devez à Frank Miller. Et donc Frank Miller va créer un cadre dans lequel vont s'enchaîner les scénaristes et les dessinateurs. Alors parler de Daredevil, c'est forcément parler du rythme de parution aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut savoir qu'un comic book sort à rythme de 22 pages par mois. C'est des petits fascicules qui sortent, à l'époque c'était imprimé sur papier journal, 22 pages seulement par mois. C'est très différent du rythme de parution en France, par exemple, avec les Torgal, où vous avez entre 50 et 60 pages par an. Là, c'est 22 pages par mois, ce qui explique que les dessinateurs aient des fois du mal à suivre le rythme et soient remplacés régulièrement sur des séries. Et surtout, vous avez certains héros qui vont avoir plusieurs séries parallèles. Par exemple, Batman, à la grande époque, avait Batman, Detective Comics, Shadow of the Bat, Legends of the Dark Knight, et ça, c'est sans compter les séries maxi-séries, mini-séries, qui paraissaient en parallèle, et c'est pareil pour Superman, pareil pour Spider-Man, pareil pour tout un tas de héros. Depuis 1964, Daredevil n'a jamais eu qu'une seule série. Une seule série pour Daredevil, alors bien sûr, quelques maxi-séries, mini-séries sur le côté, comme tous les héros, mais une seule série portant son nom. Et ça, une seule série, c'est un peu un gage de cohésion
pour un personnage. Quand les scénaristes arrivent, ils ont juste à reprendre ce qui a été fait juste avant, ils n'ont pas à s'intéresser à ce que le héros a fait dans telle ou telle série, non, ils ont juste à suivre une ligne directrice. Et donc, scénaristes et dessinateurs vont s'enchaîner depuis les années 80 pour laisser leur empreinte sur l'univers créé par Miller. Ils vont rester dans le cadre, à l'image de Ann Nocenti. Alors Ann Nocenti, elle est restée quand même plus de 4 ans, avec John Romita Jr. principalement au dessin. C'était une période que j'aimais beaucoup, il y avait Mephisto, il y avait un côté très western, il y avait un moment où Matt était en itinérance, c'était vraiment chouette. Elle a créé le personnage de Typhoid Mary aussi, donc c'est pas rien, mais il y a eu sur la série aussi DJ Chichester, Carl Kesel, Joe Kelly, je crois qu'il a fait du Deadpool après, alors c'était pas la meilleure période ça, mais même quand ça a été un peu moins bien sur Daredevil, ça a jamais été complètement nul. Il y a eu Kevin Smith qui est venu sur Guardian Devil, où le tireur revenait tuer Karen Page, mais surtout derrière il y avait une réflexion de fond, le scénario était vraiment astucieux, le personnage de Mysterio était... on l'avait jamais vu comme ça, bref c'était un très bon arc narratif, il y a eu Brian Michael Bendis, il y a eu Ed Brubaker. Ed Brubaker, c'est un peu le mec qui est derrière Gotham Central chez DC, c'est quelqu'un qui aime bien le polar noir, et là ça se sent à fond. Il s'intéresse autant à Matt comme avocat que Daredevil comme héros de rue. En plus, avec Brubaker, Daredevil reste vraiment un héros de rue, il se bat à hauteur d'homme, il affronte pas des menaces intergalactiques, c'est vraiment sympa. Et début 2011, tout ce petit monde laisse la place à Mark Waid. Mark Waid, il va rester 4 ans. Alors, Mark Waid, c'est un peu spécial, son arc narratif dans sa globalité. Il reste 4 ans, c'est pas rien. Il commence avec Paolo Rivera au dessin, qui se fait ancrer par son propre père. C'est vraiment absolument magnifique, le trait est sublime. Pas étonnant qu'il reste pas longtemps ou qu'il puisse pas livrer beaucoup d'épisodes, il doit prendre du temps pour dessiner. C'est vraiment chouette. Mais Mark Waid, il a des idées que je trouve un peu moyennes. Il déplace l'action à San Francisco. Alors, déplacer Daredevil de Hell's Kitchen à San Francisco, je trouve que ça n'a aucun intérêt. L'identité de Matt est révélée au grand jour. Il y a un ton plus léger pour la série. Dès le premier épisode, il arrive tel Errol Flynn pour interrompre un mariage mafieux, sauver la mariée. Il la prend comme ça, il l'embrasse, tout à fait à la Errol Flynn, bref, il va plaider une fois que son identité est révélée en costume rouge, avec un grand sourire, bon c'est un peu what the fuck, moi j'aime le Daredevil comme il a été créé, c'est-à-dire un peu schizophrène, un peu torturé, là on n'est plus du tout dans ce délire-là, même si la série a ses hauts et ses bas, et a des hauts vraiment hauts, c'est vraiment intéressant. Maintenant, Mark Waid... j'ai trouvé ça un peu moyen, il est remplacé en 2015 par Charles Soule. Alors, Charles Soule, il a le vent en poupe aujourd'hui, je le trouve vraiment, vraiment bon. Sa série Darth Vader est absolument exceptionnelle. Sur Daredevil, il fait un très très beau travail. La série s'appelle Back in Black. Alors le héros revient à Hell's Kitchen, il s'intéresse aussi à Chinatown. Il y a des histoires avec un héros blind spot, un héros immigré que Matt va prendre sous son aile. C'est vraiment intéressant. Il y a Muse, un tueur qui n'aurait pas dénoté dans Seven. C'est un espèce de tueur en série qui agence les corps. C'est très très bizarre. D'ailleurs, Charles Soule doit avoir un problème avec les artistes, parce que même dans sa série Darth Vader, il y a aussi Momin, un espèce d'artiste Sith. Bref, il aime pas trop les artistes, c'est tous des êtres torturés et fous chez lui. Bref, sa série est digne d'intérêt, il essaye de faire bouger un peu les cases. Le caïd devient maire de New York, Matt va devoir l'affronter sur le terrain légal. Bref, il pave le chemin pour le scénariste suivant, qui arrivera fin 2018. Alors là, il y a un hiatus dans la série, c'était du jamais vu, la série a été suspendue pendant quelques mois, je crois, en période de Noël, et relancée en février 2019, l'année dernière, par Chip Zdarsky. Alors je vous avouerai humblement que j'ai mis un peu de temps à m'intéresser à cette série, pour plusieurs raisons. Déjà, Charles Soule avait extrêmement bien conclu son arc narratif, et puis surtout, il y avait eu Mark Waid avant, ça faisait un petit moment, et la série avait été, je trouve, un peu malmenée. Je pensais que les scénaristes avaient raconté ce qu'ils avaient à raconter, et puis j'en avais un peu assez de la mode du reboot qu'a Marvel, mais d'ici c'est un peu comme ça aussi. Tous les 6 mois, ils repartent au numéro 1, ça n'arrête pas, on se perd dans les séries. Je me suis dit, je pense plus franchement qu'il y a quelque chose à raconter sur Daredevil. Et puis, surtout, Chip Zdarsky, c'est qui ? C'est qui ce mec? Scénariste, dessinateur, moi je le connaissais vaguement pour Sex Criminals, sorti en 2013, avec Matt Fraction au scénario. Matt Fraction qui a fait Iron Fist et une excellente série Hawkeye. Alors Chip Zdarsky est dessinateur, il est scénariste, dessinateur sur Sex Criminals, il est scénariste sur Daredevil, et je me demandais vraiment ce que ça allait donner. Je m'y suis intéressé de loin, j'ai dit je vais attendre un petit peu. Erreur, grave erreur, Chip Zdarsky, c'est juste ce qui est arrivé de mieux à la série depuis longtemps. Pour Daredevil, autant le dire, il ne réinvente pas la roue, pour le coup il reste dans le cadre défini par ses pairs. Alors les personnages on les connaît, Matthew, Foggy, les adversaires aussi, il y a le caïd, il y a les apparitions obligées du tireur, de toute une galerie de vilains qui remontent à Miller,
où Ann Nocenti, Elektra, Typhoid Mary, le Punisher est là aussi, Stiltman, le mec avec des échasses en métal géant, toujours au comble du ridicule, là il le rend même super cool. On est en terrain conquis, alors pour ceux qui ont vu la série Netflix, qui aiment bien le personnage, qui se disent mais je sais pas par où prendre les BD, et c'est normal, il y en a quand même beaucoup, bah c'est un parfait jumping point, vous ne serez pas dépaysé, vous aurez tout au plus l'impression d'avoir sauté quelques années, parce qu'on arrive au moment où Matt est un peu plus aguerri. Mais là encore, tout le décorum est là, Hell's Kitchen, bien entendu, l'église catholique, l'ambiance un peu cradingue, des bas-fonds, il y a même les flashbacks, et surtout il y a une mise en scène très cinématographique. Je veux dire, clairement, je pourrais vous en parler comme je parle d'un film. Hein. Il y a vraiment une mise en scène, une science du cadrage qui est absolument extraordinaire. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est quand même ce côté, justement, variation sur un même thème. On fait du neuf avec du vieux. Et on va justement améliorer la sauce que tout le monde connaît en étudiant les trajectoires parallèles de plusieurs protagonistes. Alors il y a un flic, Cole North, un nouveau, il est juste énorme, au propre comme au figuré. C'est un black, un ancien boxeur, incorruptible. Vous avez Matt, bien sûr, vous avez le caïd, et on va prendre tous ces personnages pour les sortir de leur zone de confort. Le point de départ de l'histoire, il est tout simple. Daredevil est fatigué. Matt n'est plus le katana aiguisé qu'il était, il est émoussé, il en a trop pris dans la tronche, il sort d'une période où il a dû se remettre, il s'était un peu fait malmener, il y arrive plus quoi, il se tente des sorties, mais il est mis en difficulté régulièrement, il a du mal, et au cours d'une sortie, il va tuer un voyou, il va tuer un jeune voyou, il va essayer de les arrêter, il y a 4 voyous je crois, il va les affronter, il en tue un. Il le sait pas tout de suite, parce que le voyou va décéder entre le lieu du combat et l'hôpital, il décède dans son transport en ambulance, mais Matt va devoir vivre avec ça, et finalement, même sur les conseils, un petit peu en mode je te dis d'arrêter, de Spider-Man, ben, il va raccrocher le costume. Alors certains petits jeunes de la banlieue vont prendre le costume à sa place, histoire de faire vivre le mythe Daredevil, mais lui, il abandonne la tenue, bien sûr, il va être rappelé sur le devant de la scène. Mais on s'intéresse aussi beaucoup à Wilson Fisk, il partage le temps d'écran, j'ai envie de dire. Le caïd, il a sa propre trajectoire, il décide de devenir légal, d'abandonner le côté crasseux des bas-fonds pour s'élever et pour goûter au vrai pouvoir, selon ses propres mots. Donc il veut frayer parmi les puissants, il est maire de New York, il décide de légaliser la marijuana, de rentabiliser ses plans, mais de manière légale. Vous avez aussi le flic Cole, donc lui, incorruptible, il me rappelle beaucoup le personnage de Gordon dans Year One, il arrive dans cette cité un peu sale, un peu malfamée, qui ne demande qu'à broyer l'innocent, et il va risquer de s'y perdre, voilà. Alors la série est blindée d'idées, dès le début, d'idées visuelles d'abord, on vous réexplique la vision périphérique de Daredevil, mais de manière vachement maligne. Il explique que quand on essaye de lui mettre les mains dans le dos, de lui mettre les menottes, c'est comme si il voyait son adversaire de face, c'est vachement marrant. Vous avez tout un petit épisode que j'aime beaucoup, où il se bat avec un t-shirt Punisher. Tout le monde a vu les coups, s'est dit « Ah, il se met en mode Punisher, il se met en mode Punisher ». Pas du tout, en fait, c'est juste qu'il a été soigné par le Punisher, et qu'il s'est barré comme un voleur en lui empruntant un t-shirt, sauf qu'il savait pas qu'il y avait le crâne dessus. Le moment est en même temps très drôle et en même temps vraiment bien foutu. Et en dehors de ces petits passages clins d'œil, la série est blindée de très très grands moments. Alors attention, je vais spoiler parce que je peux pas vous parler de la série sans vous parler des moments qui m'ont vraiment marqué. Il y en a tellement, je vais vous en citer quelques-uns. Ça spoil un max, donc si vous voulez éviter ça, vous pouvez couper maintenant et aller vous acheter la série. Mais il y a cette envie de toujours prendre le lecteur à contre-pied, c'est-à-dire de jamais aller là où on attend la série. À un moment, les flics viennent entourer Matt, voilà, il est pris, il est condamné, on veut l'arrêter, les flics sont tous autour de lui, avec les pistolets braqués sur lui, et on s'attend à ce qu'il l'arrête et tout, et là il dit, ben, Officer Smith, comment va votre famille ? Il dit, ah merci Daredevil, merci, officier, comment va votre femme et tout, ils vont très bien, merci. On se rend compte qu'en fait il connaît tout le monde, et les flics baissent leurs armes, et c'est Cole qui doit l'affronter mano à mano, parce que les flics n'interviendront pas. Et il y a plein de très grands moments comme ça, vous avez une apparition de Spider-Man que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, mais c'est des petits moments, hein, c'est 2-3 pages, mais vous avez Spider-Man qui arrive pour dire à Matt, écoute Matt, on sait tous que ce moment va arriver un jour, on sait tous qu'on aura à raccrocher le costume, qu'on sera plus assez fort, on sera plus assez précis, là, toi tu risques de faire du mal, raccroche le costume, ce jour est venu pour toi. Et franchement, moi, Spider-Man, il me saoule, hein, le côté Marvel, on veut lui garder son éternelle jeunesse, il est toujours un teenager à bouffer son sandwich préparé par Tante May, qui a 90 ans. Moi, Spider-Man, j'en peux plus, ben là, il est excellent, il fait pas un joke, il est vraiment bien dans la série. Vous avez plein de moments comme ça qui vous prennent aux tripes. Vous avez la mère de l'adolescent qui est mort, qui pardonne à Matt.
Elle sait que c'est lui, elle sait que c'est lui Daredevil, elle lui dit mais je te pardonne, mon fils était sur une mauvaise pente, je comprends ce que t'as fait, je te pardonne. La scène est vraiment incroyable, franchement, ça m'a presque tiré les larmes comme un film. Et vous avez comme ça plein de grands moments, plein d'émotions, mais vous avez aussi des grands moments de suspense qui sont mis en exergue par une mise en scène donc très télévisée, avec des micro-cliffhangers. Vous avez ces moments où on retient son souffle. Il y a par exemple le dîner avec la famille Libris. Alors Matt se pointe, il aime bien une bibliothécaire, il est invité dans sa famille, il y va, et puis il se rend compte, mais je connais cette voix, mais je connais lui, tiens. Bim, plein cadre, et il est en train de dîner avec une famille mafieuse, dont la matriarche Lizzie, et il se retrouve en plein milieu du repas, et il y a un échange très, très intéressant, on se croirait dans un duel de western, il dit « Vous savez qui je suis ?» Et là, il lui dit « Oui, je sais qui vous êtes accusé de ci, vous êtes accusé de ça, on pense que vous avez fait ci, vous avez fait ça. » Il lui sort tout son pédigré. Moi, j'étais en train de lire ça, je me disais « Mais tais-toi, fou !» Et c'est vraiment extrêmement anxiogène comme scène, c'est très très bien fait, il y en a plein des comme ça. Hein. Il y a le guet-apens, qui est organisé pour Cole, pour le flic. Et là, en guise de cadrage, c'est complètement dingue. Hein. Il est à son bureau, comme ça, tranquille, et puis il y a les flics qui sont appelés un par un sur des missions diverses, et puis il se retrouve dans le bureau, sans qu'on s'en rende compte. Le bureau s'est un peu vidé, et puis il reste 2-3 flics avec lui, qui ont la main sur le gun, et là, il redresse la tête, et il sait qu'il va y passer. Ça donne lieu à une scène complètement folle, où Matt intervient, ça canarde dans tous les coins, c'est vraiment dingue. Vous avez d'autres scènes qui brillent par leur simplicité, le nom de Leland Osley, alors le hibou. Le caïd lui dit tu vas prendre le premier avion, tu vas te barrer, je veux plus te voir, tu vas disparaître quelques mois. Et là, Leland lui dit non. Caïd lui dit excuse-moi. Et il dit juste non, mais le non a une résonance particulière dans cette série. C'est complètement dingue quand il lui dit non, mais t'es plus le caïd, hein, t'es le maire de New York, tu diriges plus les bas-fonds, moi j'ai plus rien à voir avec toi. Je fais ce que je veux, et il s'en va comme ça, c'est complètement fou. Et il y a justement tout l'arc narratif du caïd. Alors pour moi, je vous dis, il partage l'écran avec Matt, c'est passionnant, j'ai envie, je tournais les pages en espérant voir la suite de l'arc du Kingpin. Il est noyé dans ses ambitions, il a décidé de renoncer complètement à toutes ses activités illégales, il décide de goûter au vrai pouvoir, il le dit lui-même, sauf qu'il va se retrouver noyé complètement là-dedans, avec des gens qui sont tellement pleins d'argent, qui sont intouchables, et qui le voient toujours comme un petit caïd de banlieue, qui vont le pousser à bout jusqu'à ce qu'il craque. Il y a un craquage qui est complètement dingue, il se retrouve dans des toilettes, invité dans un manoir, et là il y en a un qui vient un peu l'ennuyer de trop près, et il le massacre littéralement dans la salle de bain, il l'explose, comme dirait l'autre dans les tontons flingueurs, façon puzzle. Il croit s'en sortir, mais les autres sont tellement puissants qu'ils peuvent se permettre de le faire passer à tabac. Ouais, on passe à tabac le caïd, ils le font tabasser et jeter par la fenêtre. Enfin bref, c'est complètement dingue de voir ce personnage qui d'habitude donne des ordres, ordonne des mises à mort. Là, il est comme un enfant complètement noyé dans une partie qui lui échappe. C'est vraiment incroyable. Et il y a plein d'autres moments. Hein. Il y a Hammerhead qu'on connaît, il se fait abattre comme une petite merde. Par les hommes de Lizzie, j'ai pas vu ça venir du tout. Il y a une vendetta contre Matt. Alors il y a un bal masqué où Matt se décide enfin à rencontrer les Stromwyn. Donc c'est une riche famille, tellement riche qu'ils sont intouchables, personne ne peut les toucher. Et là encore, mise en scène extrêmement cinématographique. Matt arrive, il leur parle, c'est une salle de bal blindée. Et puis petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, nous en lisant la BD, la salle de bal se vide petit à petit. Et puis finalement, vous avez encore une grande case où la salle de bal est vide. Il y a Matt, il y a les Stromwyn, et puis il y a tous les hommes de main qui arrivent autour pour le buter. La séquence est hallucinante. Vous avez aussi les flics qui répondent à l'appel de Cole. Il en a marre qu'autour de lui, tous les flics se fassent payer pour ne pas intervenir. Il débarque dans le bureau, c'est à la fin d'un arc, il arrive, il leur dit « Bon, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont encore envie d'être des flics, une gamine a été kidnappée, qui va venir avec moi la chercher ?» Et puis là, vous avez ce moment très série télé, mais enfin ça fonctionne à fond, où tous les flics se lèvent les uns après les autres pour venir l'aider. Enfin bref, c'est blindé de moments comme ça qui donnent des frissons. C'est extrêmement, comme je vous l'ai dit, calqué sur le déroulement d'une série télé, et ça nous donne une série complètement dingue, un scénario impeccable, et du dessin à l'avenant, qu'on doit en particulier à Marco Checchetto. Alors Marco Checchetto, je le connaissais pas, il a un trait très simple, magnifique, ça passe super bien. Alors bien sûr, ce genre de trait, c'est difficile de tenir les 22 pages par mois, il est remplacé régulièrement. Au début, il y a eu un remplaçant que j'ai pas trop aimé, puis après, il a été remplacé régulièrement par Jorge Fornes. Jorge Fornes, il a un trait qui me rappelle un peu Mazzucchelli, période Born Again ou Year One, qui sont deux de mes bandes dessinées préférées, c'est vraiment un trait que j'aime. Bref, de l'excellence à tous les niveaux, avec une vraie réflexion sur l'héroïsme et sur ce qu'il en coûte de vouloir se mettre en bouclier pour protéger
La Veuve et l'Orphelin. D'ailleurs, curieusement, au niveau thématique, je lis aussi en parallèle Nightwing, j'ai toujours suivi la série Nightwing. En ce moment, c'est Scott Lobdell et Dan Jurgens qui sont au scénar, et comme par hasard, Dick s'est pris une balle, il est devenu amnésique, donc il décide de raccrocher le costume, et des petits jeunes vont s'emparer du costume pour faire vivre le mythe Nightwing. Il y a beaucoup de thématiques qui sont communes en ce moment à la série Nightwing et à la série Daredevil, mais bon, honnêtement, Nightwing c'est quand même beaucoup moins bon. Avec Daredevil, on va plutôt lorgner du côté de Year One. Year One, c'est une BD que je mets sur un piédestal. Là, c'est vraiment de ce côté-là qu'on va regarder, avec ce côté polar noir, avec ce côté bas-fond, ce côté vraiment réaliste. Alors, j'avais peur au début que le rythme faiblisse sur la série, hein. Franchement, ça commençait comme Nightwing justement à la grande période, Chuck Dixon au scénario, Scott McDaniel au dessin. C'était des BD qui s'intéressaient beaucoup aux personnages, y compris aux personnages des méchants, et la série là fait pareil, et pour l'instant ça ne faiblit pas. J'espère sincèrement que Chip Darsky va rester très longtemps sur cette série, parce que s'il venait à rester 4 ou 5 ans, je pense qu'il laisserait son empreinte sur la série de manière durable. Alors au niveau des éditions, je vous ai parlé des petits fascicules, il faut savoir que aux États-Unis on sort régulièrement la série en paperback, c'est-à-dire ça regroupe 5 ou 6 volumes à chaque fois. Le volume 5 sort le 26 janvier, en hardcover, le 30 mars, il y a le premier volume qui sort, qui regroupe les fascicules 1 à 10. Sinon, en France, dans la langue de Molière, c'est chez Panini, 17 balles le volume. Pour l'instant, il y a 2 volumes disponibles. Alors sachez quand même que la série monte en pression. Je vous dis ça parce que le deuxième volume, il y a un dessinateur de remplacement. Je vous l'ai dit que j'ai un peu moins aimé, mais le scénar reste toujours top. Si vous accrochez, sachez que ça se bonifie avec le temps. Le volume 3 et 4 en France seront juste passionnants. Voilà, j'arrête là. Je pense que c'est déjà assez long comme ça. C'était la première émission BD sur la toile. Alors j'espère que vous aurez apprécié, j'espère aussi que ça vous aura donné envie de découvrir Daredevil, la dernière série Daredevil, qui vaut vraiment le coup d'œil. Je vous rappelle que le Facebook 40 Something est ouvert maintenant, depuis quelques semaines à peine, hein. Il est tout récent, tout neuf. Vous pouvez aller y jeter un œil, mettre des petits pouces, ça serait sympa. Et on se retrouve très prochainement pour parler bouquins. Alors on parlera bouquins. Joe Satriani, ouais, j'ai fini de lire les mémoires musicales de Satriani qui s'appelle Strange Beautiful Music. Il y a beaucoup à en dire. J'essaierai de faire une émission assez courte, de pas me laisser aller à tchatcher comme d'habitude. Il n'y aura pas de petits plans ni rien. J'ai pas le niveau pour vous faire des petits plans de Satriani. Il y en a qui le font très bien sur plein d'autres chaînes, mais on s'intéressera à ce bouquin qui est vraiment un bouquin de producteur musicien. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Profitez du confinement, du reconfinement. Profitez-en. Si vous êtes coincé chez vous pour faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, lisez des BD que vous avez en attente, lisez des romans, apprenez une langue, progressez dans la pratique de votre instrument, voyez des films, des séries, bref, profitez-en. Et moi, je vous dis à la prochaine sur cette même chaîne. Ciao!